À vous les parlements. À vous le Parlement. À vous le Parlement. Bienvenue à Strasbourg au Parlement européen avec Euradio Nantes. Die Debatte. El debate. Il dibattito. Le débat. En ce mois de juillet, Strasbourg vit au rythme de sa dernière session plénière. Les eurodéputés se retrouveront à nouveau au mois de septembre pour débattre de nouveaux sujets, voter de nombreux rapports et pour œuvrer dans cette nouvelle mandature qui verra aussi naître une nouvelle Commission européenne. Ce sera à l'automne 2014. Mais sous les aspects d'une session moins chargée et de vacances à venir, de gros dossiers vont néanmoins se décider dans les semaines et dans les mois à venir. Dans cette deuxième partie d'émission À vous le Parlement se focalise sur l'Italie et sur son influence sur l'Europe. Depuis le 1er juillet, le pays de Matteo Renzi a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne. Il succède ainsi à la Grèce et précède la Lettonie. Les socialistes voient d'un bon œil l'arrivée de ce jeune réformiste qui a réussi à convaincre 40% des votants lors des dernières élections européennes, loin devant le parti eurosceptique de Beppe Grillo. Certains le voient déjà comme le nouveau leader de la gauche européenne. Mais ces belles paroles vont-elles prendre forme? On le verra un petit peu plus tard. Matteo Renzi a pris la tête du Conseil italien en février dernier, un chef de gouvernement non élu qui dit vouloir pallier l'austérité, relancer la croissance et permettre aux jeunes de trouver un emploi, des volontés qui tardent à se mettre en place. Pour évoquer cette nouvelle présidence de l'Union européenne et en comprendre les enjeux, 2 eurodéputés sont présents en plateau. Marie Arena, bonjour. Bonjour. Vous êtes socialiste, ex-ministre en Belgique et aujourd'hui députée européenne entrante. Vous faites partie de la commission du commerce international et vous êtes également membre de la commission dédiée à l'égalité des genres. Jean Arthuis est également avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de l'ouest de la France, membre de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe. Vous êtes notamment président de la commission des budgets ici au Parlement européen et il s'agit pour vous aussi de votre premier mandat en tant qu'eurodéputé. Nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet de ce débat, tout d'abord à savoir ce que représente, ce que signifie la présidence tournante et quelle influence elle peut avoir sur les États. Alors en 2 mots, la présidence tournante, c'est-à-dire qu'il y a des ministres des 28 États membres qui se réunissent et à la tête des réunions de ce Conseil des ministres, il y aura en l'occurrence un Italien pour les 6 mois à venir. Jean Arthuis, je vais d'abord me tourner vers vous. Vous diriez qu'une présidence tournante, ça a réellement une influence, c'est-à-dire que si on a un pays plus conservateur ou plus socialiste, ça aura un impact sur les décisions qui sont prises ? Je crois qu'il y a forcément une impulsion plus ou moins forte de la part du pays qui a en charge le Conseil des ministres pendant 6 mois. Est-ce une bonne manière de gouverner l'Europe ? Je pense qu'on a fait le tour maintenant et que vient un moment où il faut donner à l'Europe un véritable gouvernement. Je ne suis pas sûr que cette succession, cette intermittence en quelque sorte, soit le gage de la continuité et de l'efficacité. Donc ça fait partie des sujets institutionnels. Comment donner à l'Europe le gouvernement dont elle a besoin pour être au rendez-vous des attentes de nos concitoyens. Vous ne pensez pas que c'est ce qui permet aussi d'impulser justement des politiques différentes, puisque là on a vu c'était la Grèce qui était juste avant l'Italie qui présidait le Conseil de l'Union européenne pour 6 mois, après ça on aura la Lettonie, ensuite le Luxembourg, des États qui ont des gouvernements qui sont totalement différents. Est-ce que ça ne permet pas aussi d'avoir une logique européenne ? Oui, mais la Grèce a traversé une période extrêmement difficile à la suite de la crise des dettes souveraines. Elle est dans l'inconfort total et pour les ministres grecs, ça ne devait pas être simple d'être à la fois en charge du redressement de la Grèce, qui est une œuvre formidable, et puis d'assurer la présidence du Conseil des ministres européens. Donc je crois que ce dont souffre l'Europe, c'est de ne pas être suffisamment bien identifiée par les citoyens européens et c'est surtout de ne pas assumer un certain nombre de prérogatives qu'on va qualifier de souveraineté. À l'heure de la mondialisation, les États-nations ont tendance à préserver les apparences de cette souveraineté et moyennant quoi ils affichent trop souvent leur impuissance politique et ceci génère l'exaspération des citoyens. Donc il est temps, je crois, de s'interroger sur les politiques que mène l'Europe et surtout cette semaine, on a évoqué l'intérêt d'avoir une politique étrangère commune et non pas une addition de politique nationale. Marie Arena, pour vous aussi, la présidence tournante de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne, il faudrait la modifier dans les années à venir ? Alors moi je pense au contraire que la présidence tournante, en tout cas dans le contexte actuel institutionnel, permet d'avoir un certain rapprochement également vis-à-vis des peuples européens. Parce que aujourd'hui les peuples connaissent leurs élus
qui sont des élus nationaux et connaissent certainement moins les élus qui sont les élus européens. Et pouvoir avoir ces présidences tournantes permet aussi de réconcilier la réalité d'un pays avec une réalité européenne et de rapprocher le citoyen de la politique européenne. Donc, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faille réfléchir à un gouvernement de l'Europe dans une échéance relativement proche. Mais dans le contexte actuel, il est bien d'avoir ce type de présidence tournante qui permet à la fois d'avoir des sensibilités différentes, des manières différentes de gérer et aussi des priorités différentes. Je pense que les priorités de la Grèce, effectivement, ne sont pas les priorités de l'Italie ou les priorités du Luxembourg. Et donc c'est intéressant de voir comment chacun met à l'agenda, avec des priorités différentes, un certain nombre de sujets qui concernent les citoyens européens et pas que les citoyens européens italiens. Et vous pensez que les citoyens européens ont conscience de cette présidence tournante ? Est-ce qu'on médiatise le fait qu'un pays, justement, soit à la tête du Conseil de l'Union européenne ? Est-ce qu'on comprend forcément ce que ça veut dire ? Parce que souvent, les médias font d'ailleurs le raccourci de dire président de l'Union européenne. Mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que, par exemple, pendant la présidence italienne, nous aurons l'opportunité d'aller débattre d'un certain nombre de sujets et nous aurons la possibilité d'aller le faire en Italie. Par exemple, je prends la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons la volonté dans la commission femmes de pouvoir aller rencontrer des acteurs de terrain qui sont des acteurs qui traitent de cette question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc ça permet aussi à des élus européens d'aller rencontrer des contextes qui sont des contextes différents et d'être plus au fait des situations européennes. Et je trouve que la présidence d'un pays permet de faire ces échanges. Donc ce n'est pas uniquement pour faire comprendre aux citoyens européens de ce pays un certain nombre de choses, c'est également de nous faire comprendre à nous des réalités qui sont vécues dans certains pays. Jean-Arthus, vous pensez que ça c'est nécessaire, comme le précise Maria-Arena ? Je pense qu'il y a un vrai sujet, moi je l'ai ressenti pendant toute cette campagne, et c'est que le lien entre l'électeur, le citoyen et l'Europe est extrêmement ténu. Je crois que les compatriotes, les Français, n'ont pas vraiment le sentiment d'être des citoyens européens. Et je me demande si ce travail d'établissement d'un lien entre le citoyen et le Parlement européen n'est pas autant la responsabilité des parlementaires que des gouvernements. Autrement dit, est-ce qu'on ne doit pas revoir peut-être les circonscriptions électorales ? En tout cas, trouver le moyen pour les parlementaires de rendre compte de ce qu'ils font au Parlement. Et malheureusement, ça ne se produit pas ainsi. Quant à la nécessité de prendre toutes les sensibilités nationales, ça j'y conviens, mais comment identifier l'Europe ? Nos citoyens ne savent pas comment ça fonctionne. Il y a 4 présidences. Il y a la présidence du Conseil, il y a la présidence de la Commission, il y a la présidence du Conseil des ministres, qui est la responsabilité d'un des 28 pays pour 6 mois, et puis il y a la présidence de la zone euro. Donc tout ça est d'une complexité folle et n'aide pas au tissage d'un lien entre le citoyen et l'Union européenne. Donc je crois qu'on a un vrai sujet institutionnel et trop souvent l'Europe reste une addition d'égoïsmes nationaux. Et c'est si vrai que lorsqu'il y a un conseil des chefs d'État ou de gouvernement, à l'issue de ce conseil, chaque chef d'État ou chaque chef de gouvernement fait sa conférence de presse seul pour expliquer à sa presse nationale et à ses concitoyens que ça a été une victoire pour son pays. Ce que demandait d'ailleurs Jean-Claude Juncker de changer à l'avenir. Et dans ces conditions, on voit bien qu'on ne progresse pas. Donc ne restons pas sur ces malentendus. Par ailleurs, trop souvent, les moyens dont dispose l'Europe au plan financier sont des crédits qui retournent dans l'État qui les a versés sur des actions qui ne sont pas toutes des contributions à la compétitivité pour créer de l'emploi et qui sont nécessairement des investissements d'avenir. Tout à l'heure, vous évoquiez cette contradiction entre l'austérité et la croissance. Moi, je crois qu'il n'y a pas de contradiction du tout. Je crois que les comptes publics doivent être bien tenus, équilibrés, mais il est de la responsabilité du politique de privilégier des investissements qui contribuent à la compétitivité et donc à l'emploi. Bien, avant de revenir aux idées de Matteo Renzi, j'avais encore une question pour vous, Maria-Arena, toujours sur cette présidence tournante. En 2010, c'était la Belgique qui était à la tête du Conseil de l'Union européenne. Est-ce qu'un pays qui a le sens du compromis et du consensus, ça aide aussi à la tête du Conseil des ministres ? Alors c'est vrai que la Belgique a une grande tradition de coalition déjà et donc du compromis.
et a souvent, malgré sa petite taille au sein de l'Europe, est arrivé à un certain nombre d'accords dans le cadre de ses présidences successives. Et donc, oui, d'une part, le fait d'être un petit pays, et donc qui n'a pas la volonté d'imposer à un autre pays une manière de voir les choses, c'est peut-être une facilité effectivement pour la Belgique. Et d'autre part, le fait de pouvoir travailler dans la question du compromis, de la coalition, de travailler avec plusieurs tendances politiques, lui permet d'avoir une certaine souplesse aussi pour atteindre le compromis utile et nécessaire à l'Europe. Début juillet, Matteo Renzi est venu présenter justement ses idées par rapport à cette présidence tournante qui durera 6 mois. Il a notamment évoqué une politique migratoire qui soit différente, qui soit une politique européenne. On parlait notamment à un moment donné de Frontex+, c'est-à-dire plus d'argent pour Frontex. L'Italie fait face à des problématiques migratoires, notamment via l'île de Lampedusa, des événements désastreux qui arrivent en pleine mer. On a vu certains États qui ne sont pas du tout d'accord non plus avec cette politique. On pense notamment à l'Allemagne. Du côté de la France, Jean Arthuis, qu'en est-il ? Est-ce que vous soutiendriez une proposition d'une politique migratoire sur l'ensemble de l'Union européenne ? Totalement. Totalement. Ne laissons pas les Italiens avec Lampedusa, ne laissons pas les Espagnols avec les flux migratoires qui transitent par le Maroc, ne laissons pas les Bulgares et les Grecs en charge eux seuls de la frontière. C'est vrai que Frontex a des moyens dérisoires, c'est 90 millions à peu près. Je pense qu'on a besoin d'une vraie politique européenne avec un appui significatif, peut-être des gardes-côtes, des moyens de police de l'air et des frontières, que nous puissions mettre en commun. La politique migratoire, il y a l'espace Schengen, bien sûr, mais les États ont une espèce de méfiance mutuelle et ne jouent pas véritablement le jeu de l'Europe pour assumer collectivement et se donner les moyens de gouverner collectivement une politique migratoire digne. Mais l'Allemagne, c'est le pays qui accueille le plus de demandeurs d'asile. Donc c'est même pas un refus en fait du citoyen étranger, extra-communautaire, c'est un refus d'une politique migratoire commune. C'est vraiment là-dessus. Je pense qu'on a complètement tort de ne pas avoir une politique migratoire commune. Je pense qu'il faut un droit d'asile européen. Ce serait une façon de réduire nos représentations hors du territoire européen. Donc là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et surtout, une politique d'aide au développement dans les pays d'où viennent ces candidats à l'immigration. On ne peut pas les laisser dans la désespérance. Et là, il y a des discours qui sont très hypocrites, car les déclarations sont extraordinaires de générosité et d'humanité, mais les moyens pour accompagner ces paroles sont dérisoires. Marie-Arena, vous soutenez également la politique migratoire commune du côté de la Belgique ? Alors plusieurs choses. Je pense qu'on doit avoir une politique de solidarité vis-à-vis des pays frontières. Donc c'est-à-dire les pays qui ont des frontières extérieures à l'Europe doivent être soutenus. On doit avoir beaucoup plus de solidarité vis-à-vis d'eux et ne pas juste dire c'est l'affaire de l'Italie, c'est l'affaire de l'Espagne. Et donc plutôt avoir un fonds de solidarité qui est créé au niveau de l'Europe et qui permettrait de venir aider les pays qui sont en première ligne par rapport à cette migration. Concernant Frontex, je serai attentive à ce que nous souhaitons faire parce que l'objectif n'est pas de faire de l'Europe une forteresse et de faire avec Frontex simplement des garde-côtes qui évitent l'arrivée de migrants. Et donc on doit vraiment garantir que Frontex ait un travail humanitaire vis-à-vis de ces migrants. Vous savez que dès que les filières qui sont les filières légales ne sont pas clairement identifiées, ou bien ce sont des filières qui sont fermées, eh bien c'est la clandestinité qui s'organise. Et donc avoir des filières légales qui se ferment au niveau de l'Europe, eh bien ce ne serait que l'ouverture d'une filière clandestine qui est la traite des êtres humains, qui sont les passeurs, qui sont finalement ces milliers de personnes qui meurent dans la Méditerranée. Et donc on doit vraiment être très 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 attentif à ce qu'on fait de Frontex. Pour moi, Frontex doit avoir un rôle aussi humanitaire par rapport aux personnes qui ont le souhait de venir demander un droit d'asile en Europe. Donc on doit vraiment être très attentif. Donc pour moi, solidarité d'une part, de l'ensemble des pays européens qui vient soutenir les pays qui sont en première ligne, et deuxièmement, un travail d'humanité d'une agence telle que Frontex. Est-ce qu'on peut imaginer que ce sera fait dans les 6 mois à venir ? Est-ce qu'entre juillet et la fin de l'année, une telle question peut réellement être mise en place ? En tout cas, elle peut être mise en débat. Moi, je pense que l'Europe n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Et c'est formidable. Moi, je me rallie volontiers à ce discours de générosité, mais
soyons conscients que ça n'est pas si simple que ça, et qu'il y a aujourd'hui une clandestinité évidente que nous vérifions sur le terrain, avec des filières, avec des passeurs, et des gens qui sont manifestement exploités. Donc ne laissons pas faire cela, donnons-nous les moyens de combattre toutes ces clandestinités, et puis renonçons à accueillir nécessairement tous ceux qui vont se présenter au guichet. Vous savez, dans le passé, il y avait un accord entre l'Italie de Berlusconi et la Libye. Et cet accord permettait à la Libye de garder les migrants subsahariens à la frontière libyenne. Et il n'y avait aucun respect des droits de l'homme. C'est-à-dire que l'Europe, par Berlusconi, signait des accords avec la Libye sans aucun respect de la dignité humaine. Et il y avait des milliers d'Africains subsahariens qui mouraient dans le désert libyen sans aucun contrôle. Eh bien, je ne voudrais pas que le rôle demain de l'Europe et de Frontex soit ce rôle-là. Et donc, je demande que dans une politique migratoire, il y ait un vrai soutien à l'humanité vis-à-vis des personnes qui sont demandeuses d'un droit d'asile. Soutenons-les dans leur pays d'origine. Bien sûr. Je pense qu'il y a un travail par rapport au développement. Par rapport au développement, mais quand vous voyez les migrants climatiques, par exemple, on a beaucoup de mal à obtenir les critères qui sont les critères de diminution de gaz à effet de serre, des critères environnementaux, et en même temps, nous ne sommes pas d'accord de recevoir des migrants dus à la modification du climat, parce que nous disons ce n'est pas notre affaire. Et donc, nous avons, comme vous le disiez tout à l'heure, un double langage, qui est un langage extrêmement hypocrite en disant il faut pouvoir aider ces pays, mais dès que ces pays sont à la demande d'une aide qui est une aide concrète pour pouvoir faire du développement dans ces pays, pas du développement par le biais uniquement des fonds d'aide au développement, mais du vrai développement, du soutien à ces pays, eh bien on a une grosse difficulté en Europe. Quand on voit la manière dont on pille les ressources naturelles en Afrique aujourd'hui, eh bien il ne faut pas s'étonner que ces personnes qui n'ont pas droit à la transformation des ressources naturelles dans leur pays, eh bien viennent en Europe pour pouvoir avoir du travail. Mais je reviens par contre sur les conditions précaires que vous évoquiez en Libye. Il y a des conditions précaires aussi à l'entrée de l'Union européenne. Bien sûr. Si on pense à la Bulgarie, quand vous disiez on ne peut pas, vous disiez accueillir toute la misère du monde, je reprends vos propos, mais en tout cas accueillir des personnes en masse, si nous-mêmes nous n'arrivons pas à les recevoir à l'intérieur de l'Union européenne. Cette élection a quand même livré un message. Les eurosceptiques et les europhobes n'ont jamais été si nombreux au Parlement européen, et sans parler des nombreux abstentionnistes. Donc, bien sûr, il y avait la sanction de nos gouvernances nationales, probablement. Mais enfin, on attend l'Europe sur des schémas de rigueur. Il s'agit de faire preuve naturellement d'humanité, de respecter tous les droits fondamentaux, mais de renoncer à toute forme de laxisme. Mais on a beaucoup d'eurosceptiques, par exemple en France, qui n'est pas le pays qui accueille le plus de demandeurs d'asile. Et si on prend par exemple l'Italie, où on a eu 40% des gens qui ont voté pour Matteo Renzi, il y a quand même là un lien qui n'est pas fait entre migration et Vous savez, quand on parle de la migration, c'est très étrange parce que pendant la campagne, j'ai été confrontée à ce débat sur la question de la migration. Ce que nous disaient la plupart des citoyens, ce n'était pas la migration qui venait de l'Afrique subsaharienne qu'ils visaient. C'était la migration qui était interne à l'Europe. C'est le dumping social que l'on vit aujourd'hui à l'Europe. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des travailleurs qui migrent à l'intérieur de l'Europe tout simplement parce qu'ils sont utilisés par des entreprises qui ne les payent pas à leur juste prix. C'est cette migration-là qui était mise en difficulté. Et donc, nous sommes pour la libre circulation des travailleurs, mais il faut que cette libre circulation ne soit pas le prétexte pour les entreprises à ne pas payer leurs travailleurs. Oui, Et donc, il y a là, l'euroscepticisme vient de là aussi. Les jeunes aujourd'hui qui sont qualifiés et qui sont confrontés à une concurrence déloyale par rapport au salaire, eh bien ceux-là deviennent des eurosceptiques, non pas vis-à-vis des pays à l'extérieur de l'Europe, mais à l'intérieur de l'Europe même, parce qu'ils ne se sentent pas protégés par rapport à leurs droits. Ce qui est en cause, c'est un élargissement très rapide de l'Europe. Je pense pas. Trop rapide, certainement. Et en tout cas, notre devoir, c'est d'assurer l'achèvement du marché unique. Aujourd'hui, il y a encore de très nombreuses barrières. On suscite la protestation de nos concitoyens quand on voit arriver sur des chantiers de travaux publics ou dans le bâtiment des travailleurs qui viennent d'Europe de l'Est. Mais lorsque Renault va construire une usine en Roumanie et que les voitures reviennent en France, en Allemagne ou en Belgique, c'est exactement le même processus. Par conséquent, nous devons aider ces pays à se développer pour que progressivement ils atteignent les mêmes niveaux de rémunération.
quant à nos propres coûts du travail, il est de notre responsabilité de procéder aux ajustements nécessaires. Nous n'avons pas forcément les modèles que nous envient les autres pays de l'Union européenne. Donc à nous aussi de mener dans nos propres pays les réformes structurelles indispensables que nos gouvernements, notamment en France, ne cessent d'ajourner, qu'il s'agisse de gouvernements de droite ou de gouvernements de gauche. Donc ces réformes-là appellent du courage politique qui jusqu'à maintenant a fait défaut au niveau des majorités successives et des gouvernements. Nous nous serons particulièrement intéressés à un des enjeux de cette présidence tournante qui est donc entre les mains de l'Italie en ce moment. Nous allons continuer et entrer dans la dernière partie de ce débat. On parle de Matteo Renzi comme le nouveau leader de la gauche européenne, celui qui va pouvoir donner une impulsion sociale. On dit également que François Hollande et Matteo Renzi formeraient ensemble le nouveau couple clé de l'Union européenne. Vous y croyez, Jean Arthuis ? Moi, je demande à voir. Je suis séduit par le discours de M. Renzi. Maintenant, je l'attends sur les actes. Alors, le président Hollande est très bon dans le discours en général, mais je ne vois rien venir. Il annonce des réformes qui, la plupart du temps, n'ont pas de véritable impact et ne contribuent pas à l'objectif qu'il proclame. Donc, si M. Renzi fait preuve d'un pragmatisme qui pour l'instant fait un peu défaut à M. Hollande, pourquoi pas. Mais si c'est pour nous convaincre qu'au fond, il faut mettre les investissements en dehors du pacte de stabilité et de croissance, de considérer que les 3% finalement c'est pas si mal, mais qu'on peut aller au-delà parce qu'on fait des investissements, alors là je ne les suivrai pas. 3% c'est déjà beaucoup en déficit. C'est si vrai qu'au fil des années, on a une dette monstrueuse et que c'est contraire à tous les principes du développement durable. 3% qui ont été votés par les États. Oui, qui ont été votés par les États, mais comme le cas ultime, et on en a fait finalement la règle de bonne conduite. Quand on est à 3%, c'est bien. Bon, mais avec 3%, on s'endette régulièrement et profondément. Donc on ne peut pas continuer sur ces bases. Si on n'arrive pas à arbitrer en faveur des investissements, c'est parce qu'on se laisse aller sur des dépenses de fonctionnement qu'on ne parvient pas à réduire. Pour vous, leader de la gauche européenne, Marie Arena, en tant que socialiste belge, c'est un atout? Ou bien vous regrettez finalement que les autres dirigeants socialistes européens ne soient pas intégrés à ce couple? Alors plusieurs choses plusieurs choses par rapport à ce que vous venez de dire. Donc moi je suis ravie d'avoir un nouveau leader italien qui est de la gauche italienne. Pas dû seulement à vos origines. Non, pas dû seulement à mes origines, simplement parce que ce pays est un grand pays européen qui était à la construction européenne et qu'on a vécu des années mais de plomb en Italie avec l'époque Berlusconi. Et donc on ne peut imaginer que le mieux pour l'Italie avec une personnalité telle que celle de Renzi et son équipe. Élu, par contre. Non élu, mais aujourd'hui quand on voit le score que l'équipe de Renzi a fait à l'Europe, c'est-à-dire plus de 40%, on peut estimer qu'il a une certaine adhésion de la population italienne derrière le projet Renzi et donc on ne peut que s'en féliciter. Deuxième chose, bien entendu, il faut des moteurs à l'Europe. Et moi, je suis ravie de voir qu'il y ait des moteurs français, des moteurs italiens, des moteurs allemands, pour pouvoir croire dans l'Europe. On a besoin de leaders nationaux qui croient dans l'Europe. Donc je ne suis pas de celles qui pensent qu'on a un Parlement européen qui défend l'Europe et qu'on a des leaders nationaux qui défendent les nations. Moi, je pense qu'on a des leaders de nations qui défendent aussi l'Europe. Et c'est important. Et donc de pouvoir en avoir un de plus, c'est-à-dire d'avoir Renzi qui défend l'idée européenne, eh bien je me réjouis également. Est-ce qu'il faut faire des duos, c'est-à-dire France-Italie, France-Allemagne, Allemagne? Non, moi je pense qu'il faut créer des équipes de pays qui permettent effectivement de construire l'Europe et d'aller plus vers l'Europe. En tant que parlementaire européenne, ça va nous aider bien entendu, et vous l'avez dit tout à l'heure, et Juncker l'a dit tout à l'heure, on en a marre d'entendre des débats qui se passent au Parlement européen et où on est content d'avoir obtenu quelque chose. Et puis d'un autre côté, d'avoir des débats qui se passent en Conseil et où chacun va de son côté et ne partage pas le projet européen. Non, moi je dis, nous devons avoir aussi des leaders nationaux qui partagent le projet européen. Et j'espère que Hollande, Merkel, Renzi et les autres pourront effectivement aller dans cette construction européenne. Nous en avons bien besoin. Mais est-ce qu'il y a vraiment une marge de manœuvre aujourd'hui pour l'Italie? Doivent cesser de croire que c'est l'Europe qui fera les réformes à leur place. Bien sûr. Et c'est la suspicion que j'ai à l'encontre de François Hollande,
Pour ce qui est de Renzi, on verra. Moi, je souhaite qu'il réussisse. Plus l'Italie sera forte, plus l'Europe sera forte. Et je ne peux naturellement que souhaiter sa réussite. Mais je ne suis pas favorable à des couples qui feraient penser au Club Med dont on parlait il y a quelques années. Il n'y a pas l'Europe du Sud et celle du Nord. Il faut vraiment qu'on ait une Europe totalement solidaire, avec une grande diversité régionale, naturellement, et des cultures régionales que chacun respecte. Mais nous devons veiller à ce que nos politiques nationales soient euro-compatibles et nous devons avoir de fortes ambitions pour l'Europe en allant beaucoup plus loin dans le sens du politique. Aujourd'hui, l'Europe fait beaucoup trop de règles, de règlements, de directives et on l'attend sur un autre terrain qui est celui de la souveraineté. Comment faire de l'Europe la première puissance mondiale ? On négocie aujourd'hui avec les États-Unis d'Amérique un traité de libre-échange, mais autant les États-Unis sont un État fédéral avec une capacité de gouvernement et de décision, autant l'Europe est un peu fragile. Donc j'aimerais que l'Europe se renforce d'abord. On l'a vu l'année dernière avec une histoire dérisoire sur des importations de panneaux photovoltaïques chinois, où les Européens étaient incapables de se mettre d'accord sur l'attitude à prendre par rapport à la Chine. Bon, eh bien, commençons par rassembler et mettre en place un vrai gouvernement et une vraie impulsion politique. Dernière question, quelle est la marge de manœuvre réellement de l'Italie quand on voit que le président du Parlement européen est à nouveau Martin Schulz, quand on voit que la Commission européenne risque d'être à nouveau présidée par un conservateur? C'était justement l'inquiétude des écologistes ici au Parlement. C'était un risque de non-changement malgré différents pays qui vont se retrouver à la tête de la présidence de l'Union européenne. Le discours qui nous a été donné ce matin par M. Juncker était un discours qui était au contraire, je pense, assez fédérateur. Par rapport aux composantes de sa majorité. Et donc on ose espérer qu'il ait une position qui ne soit pas la position qu'il peut incarner à titre personnel, c'est-à-dire de quelqu'un issu du PPE et qui est peut-être plus conservateur, mais au contraire une position qui fait la synthèse entre les groupes politiques qui l'ont soutenu, à savoir le PPE, les socialistes et les libéraux. Et je pense avoir entendu ce matin dans son discours qu'il avait fait cet exercice politique et que demain, nous serons bien entendu attentifs à ce que son collège, à ce que sa commission représente également ce programme politique qui est un programme de coalition. Je sais que c'est difficile en France d'imaginer cette réalité de programme de coalition. C'est là-dedans que nous sommes aujourd'hui et j'en suis heureuse. C'est-à-dire que nous avons une commission plus politique aujourd'hui. C'est le mot de la fin. Moi, je pense que la France aurait intérêt à mieux appréhender l'esprit de coalition. On ne peut pas réussir un camp contre l'autre. En France, c'est extraordinaire parce qu'on alterne entre la droite et la gauche, mais c'est la même inertie. On se bat pour être au pouvoir, mais une fois qu'on y est, on ne l'exerce pas. Donc, je découvre en effet cette culture de coalition. Moi, je dois dire que j'ai fait campagne, non pas pour Juncker comme président, c'était pas mon candidat, c'était Verhofstadt. Et ce matin, j'ai entendu un Juncker qui était assez convaincant. Je crois qu'il a des convictions européennes. Il est plutôt dans une vision fédéraliste qui, moi, me convient. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre de cette capacité à entrer dans une coalition. Et aujourd'hui, il y a une coalition qui se constitue, c'est celle des pro-européens. Et au fond, l'Europe nous permet de transcender nos clivages nationaux, gauche et droite. Il peut y avoir des coalitions qui se forment par rapport à la vision que nous avons de l'Europe, de la place qu'elle aura dans le monde et de la dignité qu'elle donnera à chaque citoyen. Merci beaucoup Maria Arena, membre du groupe SED au Parlement européen. Merci également à vous Jean Arthuis d'avoir été avec nous. C'était la dernière émission de À vous le Parlement. Merci à vous également chers auditeurs d'avoir été avec nous tout au long de cette année sur les ondes de Radio Nantes en direct depuis le Parlement européen à Strasbourg. On se retrouve à la rentrée pour de nouveaux débats, de nouvelles questions européennes. À bientôt. À vous le Parlement. À vous le Parlement. À vous les parlements. C'était À vous le Parlement, vous pouvez le réécouter sur notre site le www.eradionantes.eu.